Ellesmer, par Marie Desjardins. Prologue. Cet été-là, à Port Harrison, au nord du Québec, mon frère Jess entendit un témoignage qui allait changer sa vie. Cet été-là, il devint lui-même un Inuit, l'Inuit blanc, entièrement habité d'une histoire qui n'était pas la sienne, mais qui le deviendrait. C'était ce récit que nous faisait Jess quand, pris d'une certaine générosité, il décidait de nous envoûter de ces paroles qui scelleraient notre destin. Tout allait bien. Depuis des centaines d'années que nous étions là, nous ne manquions de rien. Puis un jour, il est venu, un agent de la Gendarmerie royale du Canada. Il a parlé à certaines familles de Port Harrison et des villages avoisinants. Il a dit que, à cause de la surpopulation, nous étions menacés de famine. Bientôt, il y aurait de moins en moins de gibier à chasser. Mais le gouvernement fédéral savait comment nous aider. Il allait nous réinstaller, nous déplacer. Où? Plus loin, au nord, là où il y avait abondance de mammifères à chasser, là où la famine n'existait pas. Tout irait bien. Bientôt, un bateau viendrait dans la baie d'Hudson. Ce serait alors le moment pour quelques-unes de nos familles d'embarquer et de partir. D'autres familles suivraient plus tard. 16 familles en tout. Plus de 90 Inuits. Au bout de 2 ou 3 ans, le temps que tout revienne à la normale, à Port Harrison, les familles reviendraient. En 1953, un brise-glace du gouvernement canadien, le C.D. Howe, est arrivé. Quelques familles y sont montées avec leurs kayaks, leurs chiens, leurs traîneaux, des vivres, leurs avoirs. Quand le bateau est parti, on a longtemps regardé les nôtres s'éloigner. C'était à la toute fin du mois de juillet. 2 ans plus tard, l'agent de la gendarmerie est revenu. Il a reparlé de famine et d'éventuels problèmes de chasse, mais il avait la solution. Les familles désormais bien installées au nord nous attendaient. Tout allait bien pour elles. Elles n'avaient besoin que de notre présence. Il fallait les rejoindre. Certains d'entre nous ont tenté de s'opposer à cette suggestion, mais on nous a vite fait comprendre que cette suggestion était une décision et que si nous ne nous y conformions pas, il y aurait des représailles. Cette fois encore, quelques familles ont été choisies. Aucune crainte à avoir, on allait tous au même endroit, à bord du C.D. Howe, ce brise-glace qui, en 3 ans, n'avait pourtant jamais apporté une seule lettre des nôtres. En octobre 1956, ces familles sont parties avec leurs chiens, leurs kayaks, des vivres, leurs avoirs, des pots, des traîneaux. Le voyage a duré 6 semaines. 6 longues semaines de tempête. Tout le monde était malade. Des membres de l'équipage veillaient aux premiers soins. Ils couraient aussi derrière les filles avec des ciseaux pour leur couper les cheveux à cause des poux. Les filles criaient et pleuraient. Quand, enfin, le bateau s'ancra et que l'on comprit que seuls certains débarqueraient, ce fut la panique. Ce n'était pas ce qui avait été dit. L'agent avait assuré que les familles ne seraient pas séparées. Les femmes hurlaient, les chiens aussi. Les passagers couraient, affolés, tandis qu'on les débarquait de force et qu'on maintenait les autres sur le pont. Dans la cohue, une petite fille d'1 an fut séparée de sa mère. C'était à Resolute Bay. Il faudrait 3 ans avant que l'enfant soit rendu à sa famille. Le C.D. Howe repartit avec les passagers restants et, quelques jours plus tard, accosta de nouveau, 300 kilomètres plus loin. C'était la nuit polaire qui dure des mois. Tous avaient peur et beaucoup pleuraient. Les familles furent débarquées sur la banquise avec leurs effets et des tentes pour s'abriter. Le C.D. Howe s'éloigna aussitôt. Tous se blottirent les uns contre les autres pour garder un peu de chaleur. Il faisait moins 40 degrés. Tous avaient atrocement faim. Il n'y avait que de la glace partout autour, aucun arbre. De temps à autre, un homme sortait, tentait de creuser un trou jusqu'à l'eau pour attraper un phoque. Cette chasse périlleuse coûta la vie à quelques hommes. Pour être épargnés de la famille, nous avions été réinstallés au sud de l'île d'Ellesmer, à plus de 2000 kilomètres de Port Harrison. Rien ne ressemblait à chez nous.
C'était le pôle Nord. On ne comprenait rien au climat. On ne savait pas comment chasser. Les glaces étaient indestructibles. Il fallait les fracasser pour atteindre l'eau potable. Les familles firent comme les chiens et trouvèrent à manger dans les poubelles de la gendarmerie royale. Les mères y trouvèrent aussi de vieux vêtements pour habiller leurs enfants. Au bout de la longue nuit noire, le printemps vint enfin, lumineux. Un jour, des hommes virent 3 caribous. Ce fut la joie autour des tentes. Un homme tua une bête. C'était sans doute cela, les mammifères à profusion dont, à Port Harrison, l'homme blanc avait parlé. Mais des officiers de la gendarmerie royale sont arrivés et ont dit qu'il était interdit de tuer les caribous. Les caribous étaient la propriété de la couronne. Pas question de les abattre. Il fallait pêcher et ne manger que ce qui venait de l'eau. Les familles ont obéi, affamées, tandis que les loups se jetaient sur les caribous et les dévoraient jusqu'à l'os, sous nos yeux. Les familles retrouvèrent enfin celles qui étaient parties en 1953. Pourquoi ne nous avait-elle pas dit de ne jamais quitter Port Harrison? Oui, elle l'avait dit. Les familles avaient écrit. Qu'était-il advenu de leurs lettres? Personne n'avait jamais rien reçu. Plus tard, on apprit que les lettres confiées à la poste fédérale n'avaient jamais été envoyées. Plus tard, on comprit aussi que la famine n'avait jamais menacé Port Harrison et que les familles inuites avaient été déplacées à Ellesmere, dans l'archipel des îles de la Reine Élisabeth, dans le seul but d'officialiser la souveraineté territoriale du Canada. Chapitre 1. Qu'on le sache tout de suite, puisque mon nom suscite toujours la même question. Êtes-vous de la famille des... Oui, je suis de cette famille qui compte un ministre, un très grand écrivain, une violoniste depuis longtemps domiciliée à Zurich et mariée à un chef d'orchestre. Mais personne ne connaît mon histoire, ni celle de mon frère, ni celle de ma sœur. Quand je pense à notre famille, et en particulier à notre maison, je me vois planant au-dessus. Je suis un épervier qui ne cherche rien à manger. Je survole le toit, vert, en tôle, et la véranda. On y était bien les jours de pluie, les beaux jours de pluie d'été. L'épervier connaît toutes les pièces de la maison et toute l'histoire des gens qui y ont vécu. Comme mon frère et ma sœur, je suis né à Saint-V, un village en pleine campagne avec des fermes et des champs. À quelques milles, à l'époque de mon enfance, c'était encore des milles et non des kilomètres, il y a le lac des 2 montagnes. Mon frère, Jess, y allait souvent. Il se baignait nu. Cela choquait tout le monde. En se déshabillant, il hurlait et ses yeux crépitaient. Je sais bien que des yeux ne peuvent pas crépiter, mais c'est ce que faisaient les siens, des saphirs luisants dont on percevait le feu à 20 pieds. Ça faisait peur, ça attirait comme un aimant, ça rendait fou. Mais j'en étais à décrire Saint-V. Au nord, le lac des 2 montagnes. Au sud, la transcanadienne, une des autoroutes les plus longues et les plus droites du monde entier, qui mène partout et nulle part, traversant le pays d'est en ouest. En sortant de Saint-V, à droite, on se dirige vers Toronto, à gauche vers Montréal. 3/4 d'heure pour aller à Montréal, 5 heures pour se rendre à Toronto, 14 pour aller jusqu'en Nouvelle-Écosse et 50 pour atteindre Vancouver. Dans ce bled, si bien situé, on s'ennuyait à mourir. C'est souvent le cas dans les villages de cet immense pays. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Les gens étaient moins abrutis. L'Église les rassemblait. Il y avait de l'entraide, des thés l'après-midi, une joie de vivre. C'est du moins ce que j'imagine. Et ce que l'épervier survolant la maison, le village, le lac et l'autoroute perçoit dans son âme d'oiseau libre et seul. Moi, enfant, ce n'est pas ce que j'ai connu. Dans notre maison, il n'y avait pas de joie de vivre, seulement de bons moments de temps en temps. L'église, on n'y allait que le dimanche, et encore. Ma sœur était la seule à y passer des après-midi entiers. Et puis, l'été n'existait pas. Les familles ne se rencontraient que 3 fois par année. À Noël, au jour de l'an
et 2 semaines en été. Alors, l'oncle ministre venait d'Ottawa, la tante violoniste revenait de Suisse et le grand écrivain, installé en Californie, nous rendait visite. Sinon, il arrivait que toute la famille embarqua dans la voiture de mon père, une Chevrolet Station Wagon. On était reçus chez mon oncle dans sa grande maison d'Ottawa, dans le quartier Rockcliffe, bien entendu. On adorait ça, surtout quand on y allait l'été. Il y avait une grande piscine, des chambres pour tout le monde et des domestiques. Mon père, de toute évidence, s'était insolemment démarqué de ses frères et de sa sœur. Pas d'études en Europe ou aux États-Unis pour se sortir de son milieu, pas de carrière flamboyante et méritoire. Mon père avait tôt quitté Ottawa, la capitale du Canada, la ville du gouvernement, où son propre père occupait un poste de la plus haute importance. Il était parti à Saint-Hyacinthe étudier la médecine vétérinaire. Plus tard, il avait acheté la maison à Saint-V, où nous sommes tous nés, mais y avait établi sa pratique. Mon père était appelé à des milles à la ronde, le jour, la nuit, pour aider une bête à véler. Personne n'y parvenait comme lui, sans dégâts, parfaitement. La bête, prête à travailler dès son petit, bien léché, comme le faisait ma mère. Voici que l'épervier s'effondre sur le toit de tôle, ses ailes craquent, il dégringole. Une balle de carabine en plein cœur. On pourrait le ramasser au pied de la véranda, au milieu des pivoines qui fleurissent autant qu'elles peuvent pour ne vivre que quelques petits jours. Chapitre 2. Jess, dépêche-toi, crétin! J'ouvrais l'œil. Dans la chambre, il faisait encore noir, mais les oiseaux avaient commencé à chanter. Un cardinal, des tourterelles, des merles d'Amérique et des corneilles, car la maison donnait sur le champ des qui faisaient pousser du blé et du maïs. Dans le lit d'à côté, ma sœur s'était recroquevillée. Elle ne disait rien, presque jamais rien, mais je savais qu'elle avait entendu notre père appeler Jess sur ce ton hargneux. Je sentais l'oppression de ma sœur. Elle respirait à peine. Puis on entendait Jess dévaler les escaliers. Il trébuchait. Parfois il remontait parce qu'il avait laissé tomber une chaussure en chemin ou parce qu'il avait oublié quelque chose dans sa chambre. D'en bas, mon père gueulait encore. « Crétin, attends-tu le déluge? » Mon frère jurait en redescendant et recevait une claque avant de monter dans la station wagon. Le silence retombait sur la maison et l'aube reprenait son cours. J'écoutais les oiseaux. J'écoutais ma sœur. Pas un souffle ne s'élevait de son lit, mais je savais qu'elle était réveillée et qu'elle souffrait. Bien sûr, je ne pouvais plus me rendormir. Ces matins-là se produisaient souvent, et chaque fois, ils écorchaient l'âme de ma sœur. Je me levais sans bruit. J'attendais que ma mère prépare le petit déjeuner et que la maison, enfin délivrée du joug de mon père, se mette en branle. On les revoyait à midi. Ils puaient le cheval et le sang, mais mon père était content. Ses yeux étincelaient de satisfaction et de fierté. Des yeux bleus très étranges, limpides comme du nettoyant à vitre et légèrement obliques, comme ceux de Jess. À table, mon père ne le traitait plus de crétin. Il disait à ma mère, affairée derrière la cuisinière, l'évier, les mains dans les armoires, « La maudite, ça a été long, mais le vieux est content. C'est un mâle. Jess a bien travaillé, les 2 mains dedans. Pas vrai, mon Pete? » Jess approuvait. Un faux sourire se figeait sur sa face et ses yeux devenaient des lames de froideur. Tout se passait à l'intérieur de lui. Son monde semblait immense, peuplé et inaccessible. Je percevais des lignes, des couleurs et des formes. C'était bleu, mouvant et à la fois étale, une vaste étendue d'eau lointaine et glaciale. Jess était devant nous. Pourtant, un globe invisible le recouvrait tout entier. Mon père ne voyait rien. Ma mère déposait les assiettes sur la grande table, du jambon, de la purée de pommes de terre et des légumes. Mon père mangeait aussitôt servi, sans attendre que ma mère ne s'assoie. Puis, dès la dernière bouchée avalée, il se mettait à parler. Jess mangeait tranquillement.
On connaissait par cœur son grand corps mince et nerveux, la beauté singulière de ses mains aux doigts longs, des mains de pianiste, mais rugueuses et écorchées. Elle s'était enfoncée dans le corps d'une jument, avait saisi la tête gluante d'un poulain et lutté pour le sortir, tandis que mon père maintenait la bête. Sous ses ongles légèrement bombés et bien dessinés, il y avait le sang, la terre et la crasse de ces matins d'enfer où mon père le tirait du lit à coups de beuglement. Quand je ferme les yeux, je suis l'épervier mort. Mon âme s'élève au-dessus des pivoines et des fougères et flotte sur la véranda grise. J'en fais le tour. Je me déploie sous les chaises adirondaques peintes en blanc. Je traverse la porte d'entrée et je pénètre dans toutes les pièces de la maison. Chaque fois que je me retrouve dans mon appartement de Toronto, au 32e étage d'une tour vitrée, je redeviens l'épervier mort. Je sens l'odeur de bois humide de toutes les pièces de notre maison. J'entends les craquements des planchers et des marches de l'escalier qui conduit aux chambres mansardées. Il y en avait 3, et au fond, un réduit qu'on n'ouvrait jamais et qui ne s'ouvrait sur rien, mais dont les 4 fenêtres à petits carreaux donnaient de la lumière. Ma mère l'appelait le balcon à mouches. Au printemps, elle le nettoyait et ramassait les grosses mouches mortes qui, pendant l'hiver, s'étaient réfugiées là, on ne savait comment, pour trépasser bien au chaud. Je suis petit. C'est le soir. Ma mère nous a bordés, chacun dans nos lits. On s'endort avec les contes de Bécassine ou de Merlin l'Enchanteur. La fenêtre de la chambre est ouverte. Les rideaux dansent et laissent passer l'odeur du fumier, des lilas, de la terre mouillée, du muguet qui entoure les peupliers centenaires du terrain. Je dors avec ma sœur, même si je suis un garçon. J'ai à peine 1 an de plus qu'elle. Ma sœur est née prématurément, une nuit d'hiver où mon père avait été appelé d'urgence pour aller aider la vache de thé à Vélé. À midi, il était revenu, furieux. La bête n'avait pas survécu et il n'y avait rien à manger car ma mère avait été transportée à l'hôpital de Valleyfield pour accoucher de ma sœur. Ma mère était revenue le surlendemain, avait repris ses chaudrons, son ménage, son élevage d'enfants et ses aquarelles, 1 ou 2 par année, les jours où mon père allait, seul, rendre visite à ses parents à Ottawa. Dans notre chambre, parce qu'on était un garçon et une fille, ma mère avait disposé nos lits de façon à ce qu'on ait un semblant d'intimité. Le lit de ma sœur faisait face à la fenêtre, et le mien était contre le mur mansardé, de façon à ce que l'on regarde tous les deux dans la même direction, sans être l'un à côté de l'autre. Parce que ma sœur était une fille, elle avait de l'espace autour de son lit, et 2 tables de chevet. Moi, j'avais une seule table avec une lampe à la tête de mon lit. Ce n'était pas pratique. Au fond, c'était sans importance. Ce n'était pas là que je dessinais quand je n'avais rien d'autre à faire, ni là où ma sœur dessinait non plus, car elle dessinait elle aussi. Le soir, Jess venait nous lire des histoires. Il avait 6 ans de différence avec moi et 7 avec ma sœur. C'était toujours auprès de ma sœur qu'il s'asseyait. Alors il souriait. Un vrai sourire, cette fois. Chapitre 3. Ma sœur était claire et pâle comme une aquarelle de ma mère, comme un jour d'hiver. Ses yeux étaient presque translucides. Les yeux de Jess et de mon père. Moi aussi j'ai ces yeux-là, et pourtant je ne ressemble pas à ma sœur autant qu'elle ressemble à Jess. Ma sœur, blanche et blonde, manquait de pigments. Tout le monde savait dans la famille que sa naissance était pour quelque chose dans cette transparence, et son histoire pesait sur nous. On n'en parlait jamais, mais je savais, même si j'étais alors trop jeune pour m'en souvenir, que ma sœur, en quelque sorte, avait été victime de mon père parti en pleine nuit par moins 30 degrés à la rescousse d'une vache, alors qu'un vent effrayant faisait battre les fenêtres à carreaux et grincer la toiture. Dès le départ de mon père, ma mère s'était sentie mal, avait appelé le curé, avait attendu. Prévu pour avril, ma sœur est arrivée en février. Cette nuit-là, Jess n'a pas été réveillée par mon père, mais par les cris de ma mère. Souvent, on lui demandait de raconter ça. Il le faisait au compte-gouttes, jalousement, comme si on n'avait rien à voir là-dedans, car c'était lui qui avait accompagné notre mère et le curé à Valleyfield, et c'était lui, malgré ses 7 ans, qui en valait 12,
qui le premier avait tenu ma sœur dans ses bras. Pourtant, c'était dans ma chambre que le lendemain, on l'avait installée. Ainsi, ma sœur a toujours fait partie de moi, presque une jumelle. On a les mêmes cheveux couleur de miel. J'ai une très belle gueule qui m'a beaucoup servi. Ma sœur aussi, mais elle n'en a jamais fait usage. Ma sœur était la droiture incarnée. Son malheur, si tant est qu'on puisse appeler malheur le fait de naître 2 mois trop tôt, faisait d'elle une espèce d'intouchable, même si elle ne récoltait pas les égards de tout le monde. Mon père, par exemple, me parlait à l'occasion et ne m'engueulait jamais. Elle, la voyait-il? Mon père vivait bien davantage avec ses animaux. Tous ceux de Saint-V et des environs étaient les siens. On ne le voyait qu'au repas. Il mangeait rapidement, ne buvait jamais, se relevait, grand, maigre et sec. Parfois, lorsqu'il y avait une trêve dans le travail, il passait du temps à table jusqu'à ce que ma mère eût fini de tout ranger. Il parlait d'histoire, de politique, de médecine, d'ingénierie, de progrès, de philosophie. Jamais on ne le voyait à l'église, ni s'attarder sur les rares aquarelles que ma mère faisait de nous ou du jardin, à l'époque envahie de lys jaunes. Tous les soirs, il lisait la presse et le Globe and Mail. C'était un bon moyen d'avoir des nouvelles de la famille. On y apprenait que notre oncle d'Ottawa avait fait pencher la balance dans tel ou tel projet de loi, ou que celui de Californie venait de sortir un nouveau roman. Mon père faisait ses commentaires, à la fois fier et détaché. Il avait un réel respect des accomplissements des autres, ses lointains autres, mais on sentait que seule sa vie à lui comptait. Le reste, important ou prestigieux, glissait sur lui comme l'évanescence de ma sœur, et on ne lisait pas les romans de son frère. « Jess, les X nous attendent. Grouille-toi. » J'observais Jess à la dérobée. Un éclair de haine passait dans ses yeux, et sa bouche se durcissait. Déjà il était debout, dans l'embrasure de la porte, parti. Mon père n'avait salué personne. La station wagon avait tourné à l'angle du chemin bordé de pins qui menait à notre maison. Pourtant, plantée devant l'évier de la cuisine, ma mère regardait par la fenêtre, comme si mon père n'avait cessé de lui faire au revoir de la main avant de disparaître dans le nuage de poussière. Un moment passait, puis elle se retournait et nous souriait. « Pourquoi notre oncle écrivain vit-il si loin ?» demandait ma sœur. On avait 8 ans, 10 ans. Ma mère poussait un petit soupir et nous expliquait que le frère de notre père avait étudié la littérature à Berkeley, car il était très doué, et que ses livres avaient été publiés aux États-Unis. Depuis, il enseignait à l'université et il était très heureux de vivre en Californie. Ma mère ne disait jamais que cet oncle était homosexuel et qu'il était parti pour avoir la paix. Ma mère était la pureté même, comme ma sœur. Elle parlait doucement dans la cuisine. Cela m'ennuyait. Je montais dans ma chambre. Je m'allongeais. Parfois, je dessinais ou je regardais dehors en mordillant l'intérieur de ma joue. Puis je redescendais. Elle parlait toujours. Je sortais. Dehors, je retrouvais mon univers, les voisins et les fermes. Je me rendais chez les aidés pour voir Louise, qui avait mon âge. On jouait au docteur dans la grange. J'avais appris à faire comme mon père et comme mon frère. Je mimais leur regard, coupant comme un éclat de glace. Alors Louise clignait des paupières et s'exécutait. Elle m'aimait même si j'étais méchant, et jamais elle n'aurait dit un mot à qui que ce soit de ce que nous faisions dans la grange. Quand je rentrais chez moi, ma sœur était encore en train de dessiner, sous la surveillance bienveillante de ma mère qui me disait « Tu n'as rien à faire, dessine donc !» Je haussais les épaules. Je n'avais envie de rien. Alors ma mère prenait un air sévère. « Dieu nous a donné des talents pour les honorer, pas pour les gâcher, » déclarait-elle. « Tu as du talent, mais au contraire de ta sœur, tu ne t'appliques pas, tu ne persévères pas, tu ne travailles pas de bon cœur. C'est dommage et décevant. » Je m'approchais alors de ma sœur pour voir ce qu'elle avait fait avec toute son application, sa persévérance et son cœur. C'était une branche de lilas. La couleur des pétales était parfaite. Il n'y avait pas de fond. La branche surgissait du néant,
Pourtant on l'aurait cru cerné de lumière, une lumière invisible, divine, la lumière de ma sœur. Rien que l'idée de dessiner une branche de lilas me paraissait vaine et ridicule. Je préférais les espaces insolites, le vol inquiétant des éperviers, et je ne doutais pas de mon talent. Lorsque ma sœur se remettait à son ouvrage, je la regardais avec mépris. Pourtant, elle réussissait toujours à m'impressionner, et je ne pouvais plus m'enlever de l'esprit l'image des pétales clairs et du parfait dessin de la tige. Pauvre sœur, elle y avait mis des heures, pendant que moi et Louise, je riais. Tout cela se passait quand j'étais petit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.